Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'AVC. Je vais vous donner des conseils. Souvenez-vous qu'ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup des conseils et même de certains exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre et dans mes livres, notamment Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Comment déjouer l'AVC? Comment diminuer son risque d'AVC? Et je vous propose de le faire en 10 facteurs de risque. C'est beaucoup, 10 facteurs de risque. L'objectif, c'est pas nécessairement d'agir sur les 10 facteurs de risque demain. Donc, je vous en présente 10 et vous pourrez choisir s'il y a des pistes de solutions qui vous motivent le plus, qui vous intéressent le plus, que vous trouvez peut-être que c'est plus invitant, plus motivant, comme je le disais, certaines pistes plus que d'autres. Alors, l'AVC, c'est vraiment un problème de santé publique, mais pourquoi on n'en parle pas plus que ça? Ici au Québec, je ne sais pas si chez vous, vous pourrez me le dire en commentaire, je serais vraiment très curieux de lire vos réponses. On a fait des campagnes hyper efficaces sur la sécurité routière. Il y a beaucoup moins d'accidents de la route. Pourquoi on ne fait pas ça sur les accidents vasculaires cérébraux, sur les AVC? Les AVC ont des conséquences, à moins que je me trompe, corrigez-moi si je me trompe, mais les AVC ont des conséquences beaucoup plus graves que les accidents de la route. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prévenir les accidents de la route. Je m'interroge sur la pertinence des décisions de nos décideurs publics, sur le silence presque total chez nous au Québec, sur sur des campagnes de prévention des AVC. Dites-moi ce qui se passe chez vous. Est-ce qu'on en fait des campagnes, des vraies campagnes de prévention sur les AVC? Et je suis certain qu'on aurait des résultats spectaculaires. Alors, l'AVC constitue la 3e cause de décès au Canada, quand même, et se classe au 10e rang pour les années de vie corrigée de l'incapacité. Ça, c'est une statistique qui veut dire le nombre d'années perdues en raison d'une mauvaise santé, d'une incapacité ou d'un décès prématuré. 3e cause de décès au Canada. On sait comment prévenir les AVC et on n'orchestre pas de grandes campagnes. À mon sens, c'est scandaleux et moi, je trouve que nos décideurs publics ont quand même une certaine responsabilité sur leurs épaules et j'aimerais bien qu'ils l'assument, cette responsabilité-là. Mais bon, on pourra y revenir dans un autre direct. Alors, en France maintenant, et j'aurais pu trouver des statistiques pour tous les pays, c'est des statistiques qui se ressemblent quand même d'une à l'autre. Donc, il y a environ 140 000 personnes qui sont atteintes d'AVC chaque année. 3e cause de mortalité en France, donc même rang qu'au Canada, et 1re cause de handicap acquis, avec des patients qui gardent des séquelles lourdes, et la 2e cause de déclin intellectuel. L'AVC, c'est la 2e cause de déclin intellectuel. C'est pas l'avancée en âge. Lorsqu'on voit une personne très âgée, on présume qu'elle va avoir eu un déclin cognitif, un déclin intellectuel. La vraie cause, la 2e cause, en fait, c'est l'AVC. C'est quand même assez spectaculaire. Encore une fois, je pense qu'on gagnerait à prévenir les AVC. Et dernière statistique, en France toujours, les AVC sont plus fréquents, plus graves et moins souvent pris en charge en unités spécialisées pour les personnes les plus modestes. Et là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais laisser cette statistique-là parler en soi. Mais les AVC, la prévalence des AVC illustre des inégalités sociales dans nos pays. Les personnes moins fortunées font plus souvent d'AVC, ont plus de conséquences, et ça, c'est aussi un autre scandale en soi. Cela dit, demain, aujourd'hui, dans quelques minutes, on pourrait tous commencer à prévenir les AVC, et c'est relativement simple. Je vous présente les facteurs de risque, je vais vous en présenter 10. Ça va rouler, je vais vous les présenter en rafale en quelque sorte, mais d'agir sur chacun de ces facteurs de risque-là pourra vraiment diminuer votre risque d'AVC et aussi votre risque de faire un 2e AVC. Plusieurs m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient fait un AVC et qui me posaient des questions sur comment prévenir un second AVC. Alors, les 10 facteurs de risque de subir un premier AVC, c'est les mêmes aussi de subir un 2e AVC. Je fais un petit aparté là aussi avant de vous parler de l'hypertension artérielle. Si on a déjà fait un AVC, on doit savoir quel type d'AVC on a fait, quelle était la cause de l'AVC et d'abord prioriser la cause de l'AVC. Est-ce que c'est parce qu'on était, par exemple, on avait à la prise de sang, on avait une quantité de gras dans le sang très élevée, on avait une intolérance à l'insuline, une résistance à l'insuline, par exemple,
ou si c'est parce qu'on a un problème cardiaque et les battements de notre cœur sont irréguliers. Et ça augmente le risque de caillot, par exemple. Je vous donne juste ces deux exemples-là, mais de comprendre la cause d'un premier AVC, ça nous aide aussi à prévenir un second AVC. Je referme la parenthèse. Donc, l'hypertension artérielle, c'est parmi les principales causes et facteurs de risque aussi d'un AVC. On peut contrôler l'hypertension artérielle par des médicaments. Il y a une proportion vraiment très élevée de personnes, on peut dire que la moitié des personnes qui font de l'hypertension artérielle, les statistiques changent d'un pays à l'autre, mais disons que la moitié des personnes qui font de l'hypertension artérielle ne le savent pas. Une façon de le savoir, c'est de prendre sa tension artérielle. On a presque tous accès à des appareils pour prendre la tension artérielle. Ici au Québec, dans les pharmacies, on peut demander à ce qu'on prenne pour nous la tension artérielle. Si on n'est pas capable de la prendre, on n'a pas l'équipement à la maison. Donc, contrôler sa tension artérielle, je vous ai fait une vidéo très complète sur ce sujet-là. Je vous invite à la regarder. L'activité physique contribue aussi à la réduction d'hypertension artérielle. Le diabète. Traiter le diabète. Là aussi, il y a des personnes qui sont diabétiques qui ne le savent pas. Et j'ajoute une phrase pour le diabète. On peut être en rémission de diabète. Parfois, on entend très rarement ça, qu'on peut être en rémission de diabète. Parfois, il y a des médecins qui vont dire « Oui, c'est techniquement possible, mais il n'y a presque personne qui y arrive. » Je trouve ça triste de le présenter comme ça parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui y arrivent et si on appuyait ces personnes-là, on soutenait leur démarche un peu plus par plein de stratégies. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont diabétiques qui pourraient être en rémission de leur diabète. Je ne veux pas mettre des lunettes roses et dire que demain matin, toutes les personnes diabétiques peuvent être en rémission, mais il y a un pourcentage élevé de la population diabétique qui pourrait ne plus l'être. Donc, traiter le diabète et aussi peut-être penser à ce concept-là qui est concret pour certaines personnes, donc d'être en prévention, en rémission, du diabète. Ça peut aussi être intéressant à se rappeler. Dans les facteurs de risque de l'AVC, la fibrillation auriculaire, c'est une irrégularité du rythme cardiaque et les battements cardiaques deviennent donc de moins en moins réguliers et c'est la forme d'arythmie la plus fréquente. Si vous avez souvent des palpitations, vous en parlez à votre médecin et ce facteur de risque-là en soi mérite plusieurs directs. Je vous prépare un direct, entre autres, avec un expert dans la santé du cœur. Donc, je n'entrerai pas plus dans les détails, mais parlez-en à votre médecin. C'est parmi les facteurs de risque importants. Donc, l'arythmie au niveau du cœur et plus spécifiquement la fibrillation auriculaire. Auriculaire pour oreillette, qui est une partie du cœur. Quatrième facteur de risque, on reste dans le cœur, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche. Dans notre cœur, on a des ventricules et vous voyez que le ventricule gauche, à droite de l'illustration, il y a une hypertrophie. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de tissu cardiaque que d'espace vide qui est représenté par la couleur un peu plus foncée. Quand on a ça, on est plus à risque, entre autres, de faire des caillots. Quand notre cœur fonctionne de façon irrégulière ou fonctionne moins bien, dans plusieurs situations, on est plus à risque de faire des caillots. Alors, c'est pour ça qu'un dysfonctionnement du cœur, notamment celui-ci et le précédent facteur de risque, augmente votre risque d'AVC parce que le risque de présence de caillots est augmenté. Alors là aussi, on ne peut pas savoir soi-même si on a une hypertrophie ventriculaire gauche, mais parlez-en à votre médecin si, par exemple, il y a des antécédents de problèmes cardiaques dans votre famille. Le tabagisme, alors la cigarette avec le sang, la cigarette avec les vaisseaux sanguins, ça ne fait pas bon ménage. Lorsqu'on fume, il y a de l'inflammation qui se crée dans nos vaisseaux sanguins et il y a plein de conséquences sur la santé, notamment la santé cardiovasculaire et le risque d'AVC. Vous le savez, moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas cardiologue et les personnes qui fument beaucoup sont plus à risque aussi de problèmes discaux, les disques qui sont situés entre chacune des vertèbres. Alors, le tabagisme a plusieurs conséquences, mais j'allais dire principalement sur la santé cardiovasculaire et pulmonaire et ça augmente le risque d'AVC. Alors, un sixième facteur de risque, consommation excessive d'alcool. Il y a plusieurs articles qui ont été faits sur la consommation d'alcool et la santé. Il y a des recommandations qui varient même d'un pays à l'autre. C'est un sujet qui est complexe, mais on sait que la consommation excessive d'alcool a des effets sur les vaisseaux sanguins en général et a aussi des effets sur le cerveau. Lorsqu'on boit beaucoup, une fois, là, on prend plusieurs verres, on va sentir un effet sur notre cerveau. L'alcool
atteint le cerveau. Il y a un effet qui est là, on l'a tous probablement déjà ressenti. Alors la consommation excessive d'alcool a des effets sur les vaisseaux sanguins et sur le cerveau aussi. Il ne faut jamais l'oublier. L'obésité abdominale, c'est un sujet qui est sensible. Vous voyez 3 modèles. Et vous voyez que le tissu qui est en jaune, je ne sais pas si vous le voyez bien, si les contrastes sont assez grands, mais vous voyez qu'il y a une obésité abdominale, qu'il y a une obésité viscérale aussi. Il y a du gras, de la graisse corporelle qui est à l'intérieur, qui entoure, disons, les viscères. Alors, on sait que l'obésité abdominale, et elle se mesure par le tour de taille. C'est l'obésité abdominale. Le nom le dit, mais je veux spécifier quand même, c'est pas sur le pèse-personne qu'on voit l'obésité abdominale, c'est vraiment avec un tour de taille. Il y a des gens qui ont un indice de masse corporelle. Hein, le type de calcul qu'on utilise le plus souvent pour mesurer l'IMC, ça, c'est l'indice de masse corporelle qu'on va faire avec un rapport entre notre taille et notre poids. On ne parle pas de ça. On parle de l'obésité abdominale qui se mesure par le tour de taille. Alors, je vais vous montrer sommairement. Alors, c'est des illustrations qui sont tirées de mon livre « Plus jamais malade » aux éditions du Trécarré. Et vous voyez comment mesurer l'obésité abdominale. Avec un ruban, on repère la crête iliaque, qui est l'os. Si vous placez vos mains sur votre taille et vous descendez, je vais vous placer là-bas, j'ai de la difficulté avec mes caméras. Donc, vous placez vos mains sur votre taille et vous les descendez jusqu'à ce que vous arriviez aux crêtes iliaques, aux os qui sont au niveau du bassin. Alors, lorsque vous sentez ça, vous êtes sur les crêtes iliaques et c'est là que vous devez placer le ruban. Il y a vraiment une technique pour prendre le tour de taille, mais vous allez expirer normalement et vous allez prendre la mesure. Je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos aussi de façon plus en détail comment prendre la mesure, mais ça vous donne une idée et je vais aussi vous donner rapidement l'interprétation de la mesure. Je ne vais pas vous lire ce qui est écrit, je vais vous laisser le lire, mais ce sont ce qui nous donne des repères pour l'obésité abdominale. Donc, lorsqu'on a plus de 102 chez les hommes, plus de 88 cm chez les femmes, on est en situation d'obésité abdominale avec un risque accru pour la santé et aussi un risque accru d'AVC. C'est un sujet qui est sensible, c'est un sujet qui est complexe. Moi, ça me choque lorsqu'on dit à nos patients, « Si vous ne perdez pas de poids, je ne peux pas vous aider. Si vous ne perdez pas quelques kilos, prenez-vous en main. » Je déteste ce discours-là, qui est culpabilisant, qui est souvent contre-productif. Et moi, je n'ai pas de patient qui se lève le matin en se disant, bon, moi, je vais prendre du poids, je veux vraiment avoir la plus grande obésité. Il n'y a personne qui pense ça. C'est encore une fois un sujet sensible, complexe, qui touche à l'image corporelle. Donc, je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais l'obésité abdominale est liée à une augmentation de risque d'AVC. Ce n'est pas une raison pour discriminer les personnes qui ont une obésité abdominale, c'est un autre sujet, mais on ne doit pas non plus se priver de se dire que oui, c'est un facteur de risque d'AVC et les personnes qui souhaitent perdre un peu de gras, on doit les accompagner, on doit les aider dans toute la complexité associée à cette situation-là, notamment la dépendance alimentaire, la dépendance à la malbouffe. Ça aussi, je vous en ai parlé, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. 8e facteur de risque, le taux élevé de cholestérol. Là aussi, c'est un sujet en soi. Là aussi, c'est un sujet qui est polarisant. Il y a du bon, entre guillemets, cholestérol, du mauvais cholestérol. C'est souvent pas les termes qu'on devrait utiliser. Parfois, on les utilise pour simplifier. Mais ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'il y a des bons et des mauvais gras pour la santé. Lorsqu'on consomme beaucoup d'aliments transformés, on est beaucoup plus en contact avec des mauvais gras, pour reprendre ce terme-là. Et lorsqu'on a une prise de sang, on se rend compte qu'il y a un débalancement métabolique, notamment on a ce gras qu'on ne souhaite pas avoir qui est mesuré par la prise de sang et on souhaite diminuer ou améliorer le rapport entre le bon et le mauvais gras. Encore une fois, j'utilise ces mots-là pour simplifier, mais ça nous montre en tout cas qu'il y a un lien avec ce qu'on mange et aussi avec notre santé, notre risque d'AVC. Et il y a aussi tous les enjeux avec l'insuline, la résistance à l'insuline. C'est quelque chose de complexe, mais donc notre prise de sang, les résultats de notre prise de sang, c'est aussi un indicateur sur notre risque d'AVC. Et ça, notre médecin, si on a eu une prise de sang, nous en a parlé de notre résultat de prise de sang et parfois par l'alimentation, par l'activité physique, par la réduction aussi du tabagisme. Parfois, ça peut nous aider aussi à avoir des meilleurs résultats sanguins. C'était le 8e facteur de risque. Et
9e facteur de risque, la malbouffe. J'ai mis cette photo-là. C'est difficile d'avoir une photo de malbouffe qui est représentative de la totalité de l'offre de malbouffe parce qu'elle est gargantuesque, c'est le cas de le dire. Les aliments qui sont cuisinés à l'extérieur de notre maison, qui sont très, très riches en gras, en mauvais gras, entre guillemets, les aliments qui sont très salés, les aliments qui sont très sucrés, les aliments aussi qui ont des additifs. Vous en voyez plusieurs des aliments qui en ont et qui vont faire en sorte qu'on peut aussi développer une dépendance face à ces aliments-là. C'est-à-dire que si on n'en mange pas, on ne se sent pas bien, on se sent coupable. Il y a une série de cascades, disons, de conséquences psychologiques. Je vous en parle aussi dans mon livre « Plus jamais malade ». Et on devient dépendant à ça. Donc, il ne s'agit pas juste de dire à la personne, mais prends moins de malbouffe, tu diminues ton risque. On ne pourrait pas dire ça à quelqu'un qui est fumeur, arrête de fumer, c'est simple. Non, il peut y avoir une dépendance à la nicotine, comme il peut y avoir une dépendance à la malbouffe. Et cette dépendance à la malbouffe a aussi été observée chez des enfants. Alors, collectivement, on a peut-être des questions à se poser, mais la consommation de malbouffe augmente le risque de faire des AVC. Et un 10e facteur de risque, j'aurais pu en ajouter d'autres, mais je pense qu'avec ces 10-là, ça vous donne des pistes pour prévenir aussi l'AVC, mais le stress chronique. Le fait d'être exposé à un stress de façon chronique, parce qu'on a un stress financier. Il y a des femmes monoparentales qui ont 3 enfants, qui ont des revenus relativement faibles et qui doivent boucler les fins de mois. C'est compliqué. Il y a un stress qui est là, qui est chronique. Par exemple, on peut avoir de la violence conjugale et on est exposé à un stress chronique et c'est compliqué de s'éloigner de ce stress chronique-là. Ça peut être avec un collègue de travail, avec un employeur. Je suis consciente du fait de vous dire que le stress chronique augmente le risque d'AVC, ne règle pas le problème, mais d'en prendre conscience. Et là aussi, sur ma chaîne, je vous ai donné plein de pistes pour tenter de mieux gérer le stress. Donc, parfois, on ne peut pas s'éloigner des situations, mais le fait d'apprendre à gérer le stress chronique, ça peut peut-être nous aider à mieux le vivre et à nous aider à limiter les conséquences et notamment limiter le risque d'AVC ou en tout cas réduire le risque d'AVC parce que lorsqu'on fait un AVC, si je vous le montre en plus gros, alors si c'est un AVC ischémique, on a un blocage dans un vaisseau sanguin comme vous le voyez et on a une partie du tissu du cerveau qui ne sera plus vascularisée et qui va mourir. Alors ça, c'est l'AVC ischémique. Il y a aussi l'AVC hémorragique, je vous en ai déjà parlé. Et il y a d'autres éléments aussi qui peuvent se passer dans le cerveau, mais on peut diminuer le risque de tout ça. Je vous ai mentionné l'importance, la prévalence des AVC. Et je vous dirais que tant qu'on n'en a pas fait un, et je le souhaite à personne, on ne réalise pas à quel point c'est prévalent, à quel point ça peut gâcher une vie et surtout à quel point on peut prévenir l'AVC. Il y aurait 80% des AVC qu'on pourrait prévenir et j'aimerais bien pouvoir vous motiver et vous encourager, au moins pour votre vie à vous, de vous éloigner et de prévenir les AVC. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos interactions. C'est toujours un immense plaisir de partager avec vous ces contenus. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes si vous le souhaitez. Vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur « Contribuer ». Vous pouvez faire, oui, des contributions financières, mais il y a d'autres façons aussi de contribuer à mes plateformes et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous en produis de plus en plus. Et encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous me donnez. Vous allez aussi pouvoir trouver sur mon site web un abonnement gratuit à mon infolettre. Vous allez recevoir mon infolettre une fois par semaine. Il y a aussi des courriels thématiques sur des sujets précis, les douleurs au dos par exemple, les douleurs au cou. Alors vous pouvez là aussi vous abonner et vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des conseils, oui, sur l'AVC, mais aussi sur la santé en général, sur la marche, sur les douleurs au dos, sur l'avancée en âge, sur des façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres et sur mon site web. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, une prochaine vidéo et à bientôt. Shh.